Agnetha Faltskog, la face cachée de la célébrité. Les artistes qu'elle a fuis et ceux qu'elle a craints. Elle était la voix d'or d'une génération, une femme dont les chansons ont défini une époque et dont la présence illuminait les scènes du monde entier. Son nom, Agnetha Faltskog, est devenu synonyme de la mélodie parfaite, des refrains mémorables et de la pop intemporelle. Pourtant, pour la chanteuse d'ABBA, la célébrité n'a jamais été aussi simple que des applaudissements et des succès dans les classements. Derrière l'élégance discrète qu'elle affichait se cachèrent des conflits, des malaises et des moments de profond inconfort face à certains des plus grands noms de la musique. Tandis que son groupe ABBA conquérait le monde avec une harmonie sophistiquée et un raffinement soigné, Agnetha luttait en privé contre des rencontres qui la troublaient. Aujourd'hui, à 75 ans, elle ne cache plus la vérité sur les artistes qui ont mis à l'épreuve sa patience, ses valeurs et sa force émotionnelle. Elle se livre sur les icônes de la musique qui représentaient l'antithèse de son propre univers, un monde de chaos, de provocation et de violence auquel elle ne se sentait absolument pas appartenir. Mick Jagger et le chaos du rock'n'roll. À la fin des années 1970, au sommet de la gloire d'ABBA, Agnetha se retrouva à partager les circuits de festivals et les cérémonies de remise de prix avec des icônes du rock dont la réputation les précédait comme le tonnerre. Parmi eux se trouvait Mick Jagger, le visage des Rolling Stones et peut-être l'incarnation de tout ce qu'Agnetha détestait dans le monde de la musique en dehors de son propre univers. Pour le public, Jagger était magnétique. Son assurance, son énergie sauvage, son charme sans retenue. Mais pour Agnetha, il était dangereux, imprévisible et profondément épuisant. La rencontre la plus célèbre, qui est depuis devenue une légende de l'industrie, eut lieu en coulisses d'un festival européen. Jagger, déjà connu pour ses flirtations audacieuses et son attitude désinvolte, aborda Agnetha avec une confiance décontractée. Il se pencha vers elle, souriant de cette manière serpentine qui le rendait adoré de millions, et suggéra qu'ils devraient chanter ensemble. Pour le monde extérieur, cela pouvait sembler enjoué, voire flatteur, mais pour Agnetha, c'était une intrusion inattendue dans son espace personnel. La suggestion était chargée de sous-entendus, une tentative de briser sa bulle de calme et de contrôle. Sans dire un mot, elle quitta la pièce, la démarche polie mais les émotions en désordre. Pour quelqu'un qui valorisait le contrôle, la discipline et l'intimité de son métier, les Rolling Stones représentaient tout le contraire, le chaos, l'indulgence et l'ego gargantuesque des stars des stades. Dans des interviews des années plus tard, Agnetha laissa entendre son malaise sans nommer directement Jagger. Dans une conversation de 1996 qui ne fut jamais diffusée dans son intégralité, on la cita en disant « Il y a le charme et puis il y a le danger ». Mick, confia-t-elle, appartenait à la seconde catégorie. C'était une remarque révélatrice qui soulignait à quel point la rencontre l'avait profondément marqué. Le fossé n'était pas seulement personnel, mais aussi artistique. Alors qu'ABBA construisait ses chansons autour de la mélodie, de l'harmonie et d'une structure méticuleuse, les Stones prospéraient dans la crudité, la rugosité et l'imprévisibilité. Agnetha était une perfectionniste, répétant sans fin, recherchant la clarté dans chaque note. Jagger, à ses yeux, incarnait une énergie imprudente qui n'avait pas sa place dans son monde soigneusement construit. Les tabloïds ne captureraient jamais la vérité de ce qui se passait en coulisses. Mais pour Agnetha, cette rencontre unique façonna sa vision d'un genre musical entier. Le rock'n'roll, dans sa forme la plus excessive, n'était pas quelque chose qu'elle admirait, c'était quelque chose qu'elle fuyait. Pour le monde, ABBA et les Rolling Stones occupaient des univers différents. Mais pour Agnetha, le croisement de leurs chemins lui rappela à quel point sa zone de confort était fragile en dehors de la discipline scandinave. Derrière son sourire poli sur scène, elle portait le malaise d'avoir été harcelée par l'une des plus grandes stars du monde, un homme qui symbolisait tout ce qu'elle méprisait silencieusement dans l'industrie. Mick Jagger n'a peut-être jamais considéré cette rencontre comme mémorable, mais pour Agnetha, elle laissa une empreinte indélébile. Des décennies plus tard, lorsqu'on lui demanda ce qu'elle pensait de la folie de la scène musicale des années 1970, elle répondit avec un ton empreint de nostalgie, mais aussi de distance, « Ce n'était pas mon monde. J'y ai vécu, mais je n'y ai jamais appartenu. »
David Bowie et le fossé du glam. Si Mick Jagger représentait la force imprudente du rock'n'roll, alors David Bowie incarnait quelque chose de totalement différent. Le glam, l'expérimentation et la réinvention sans concession qui ont défini le début des années 1970. Pour des millions de personnes, Bowie était un génie, un artiste qui a brisé les barrières, défié les conventions et remodelé la musique populaire. Mais pour Agnetha Faltskog, Bowie était une énigme qu'elle n'a jamais voulu résoudre. Leurs chemins se sont croisés plus d'une fois durant les années de gloire d'ABBA, mais le moment le plus révélateur eut lieu en 1976, lors d'une cérémonie européenne de remise de prix. ABBA et Bowie étaient assis à la même table, une collision surréaliste de deux mondes musicaux. Alors que d'autres se penchaient avec enthousiasme pour écouter l'esprit acéré et les récits magnétiques de Bowie, Agnetha concentra délibérément son attention ailleurs. Selon les témoins présents, elle lévita toute la soirée, engageant des conversations polies avec tout le monde sauf lui. Pour elle, la présence de Bowie était écrasante. Elle admirait son art de loin, reconnaissant le génie de ses performances. Mais elle les trouvait froides, théâtrales, d'une manière qui ôtait la sincérité qu'elle valorisait. La musique d'ABBA était conçue pour être chaleureuse, mélodique et émotionnellement accessible, tandis que Bowie prospérait dans la provocation, l'ambiguïté et les personnages extraterrestres. Pour Agnetha, qui avait bâti sa carrière sur la clarté et le contrôle, ces personnages en perpétuelle mutation semblaient non seulement étrangers, mais aussi menaçants. Il y avait aussi la question de ses propos. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Bowie, en privé, aurait qualifié ABBA de « robot suédois », une remarque qui blessa profondément la fierté d'Agnetha. Que la phrase ait réellement été prononcée ou non, elle resta ancrée en elle pendant des années. L'idée que leur travail méticuleux, ce dont elle était si fière, puisse être réduit à une précision mécanique lui paraissait insultante. Cela confirmait ce qu'elle soupçonnait déjà. Pour des artistes comme Bowie, la musique d'ABBA n'était jamais du véritable article. C'était de la pop, polie, facile à balayer d'un revers de main. Mais ce que Bowie rejetait comme superficiel, Agnetha considérait comme sacré. Pour elle, il y avait de l'art dans la simplicité. Elle déclara un jour dans une interview télévisée suédoise lorsqu'on l'interrogea sur le rock expérimental, « La complexité n'est pas toujours du génie ». Bien qu'elle n'ait jamais cité Bowie par son nom, il était clair de qui elle parlait. Le malaise d'Agnetha face à Bowie symbolisait son malaise vis-à-vis d'une branche entière du monde musical. Un art qui se nourrissait de confrontation, de spectacle et d'exubérance. Elle ne voulait pas rivaliser avec cela, ni même le comprendre. Elle voulait simplement exister en dehors. Sid Vicious et la peur du punk. Si David Bowie troublait Agnetha par sa flamboyance théâtrale, Sid Vicious l'effrayait par son agressivité brute. En tant que bassiste des Sex Pistols, Sid incarnait l'essence même du punk rock, bruyant, hostile et résolument anti-establishment. Pour les fans de punk, il était la rébellion faite chair. Pour Agnetha Faltskog, il était l'ombre d'un mouvement qui semblait mépriser tout ce qu'elle représentait. Du milieu à la fin des années 1970, le punk s'éleva à Londres alors même que la pop soignée d'ABBA dominait les classements mondiaux. Pour de nombreux adeptes du punk, la musique d'ABBA symbolisait l'ennemi absolu, la perfection, le polissage et le succès commercial. Le fossé n'était pas subtil. Sid et ses camarades de groupe se moquaient régulièrement de formations comme ABBA, les qualifiant de « perfection plastique pour ménagères décérébrées ». C'était une insulte brutale qu'Agnetha n'évoqua jamais publiquement, mais qui la blessa profondément en privé. Elle se souvenait avoir conduit un jour dans Londres et vu un graffiti inscrit sur un mur « ABBA est de la merde », tracé en grosses lettres rouges. Pour une femme qui avait toujours abordé son art avec sincérité et discipline, l'hostilité du punk paraissait personnelle. Ce n'était pas simplement une différence de style, c'était une attaque contre ses valeurs, son identité et sa manière d'exprimer la musique. La tension atteignit son apogée en 1978 lorsque ABBA et les Sex Pistols devaient se produire dans la même ville la même nuit. Bien qu'ils n'aient jamais partagé une scène, le choc culturel était impossible à ignorer. La sécurité d'ABBA doubla après des menaces émanant de fans punk qui les considéraient comme le symbole ultime de l'excès grand public. Pour Agnetha,
c'était un rappel effrayant que la musique pouvait inspirer non seulement l'admiration, mais aussi la haine. Sid Vicious, avec son ictus, son cuir et son chaos sans compromis était le visage humain de cette hostilité. Il représentait tout ce qu'elle évitait, l'imprudence, la violence et le mépris total du contrôle. En privé, elle décrivit cette période comme sombre et épuisante. Alors que les disques d'ABBA se vendaient par millions, le contre-coup des fans punk la rendait anxieuse et repliée sur elle-même. Elle détestait la confrontation et pourtant elle se retrouva au centre d'une bataille qu'elle n'avait jamais souhaitée. Contrairement à Bowie ou Jagger qui la mettaient simplement mal à l'aise, Sid Vicious symbolisait une attaque directe contre son article. Il n'était pas seulement un autre musicien qu'elle n'aimait pas. Il était l'incarnation vivante d'un mouvement qui voulait la réduire au silence. Frank Zappa est la morsure de la moquerie. Si Sid Vicious avait blessé Agnetha par son hostilité, Frank Zappa la marqua par ses mots. Connu pour sa langue acérée et son mépris sans concession de la pop grand public, Zappa fut l'un de ces artistes qui laissa Agnetha se sentir rabaissée d'une manière qu'elle n'oublia jamais. Pour lui, des groupes comme ABBA n'étaient rien de plus qu'un divertissement jetable et il ne cachait pas son opinion. À la fin des années 70, Zappa était au sommet de son influence en tant que figure culte, maître du rock expérimental qui se vantait de défier les conventions. Son public l'adorait pour son intellect et son irrévérence, mais ces mêmes qualités firent de lui une épine dans le pied des musiciens qui valorisaient l'accessibilité et la mélodie. Interrogé un jour dans une interview sur le succès mondial d'ABBA, Zappa écarta la question en qualifiant leur musique de « friandise sonore pour les mentalement sédatés ». La remarque circula rapidement dans les cercles de l'industrie. Et bien qu'Agnetha ne l'ait jamais affrontée publiquement, elle emporta la douleur en silence pendant des années. Pour elle, la musique n'était jamais faite pour être tournée en ridicule. Elle avait mis tout son cœur dans les harmonies d'ABBA, façonnant chaque note avec soin. Entendre son travail réduit à une « sucerie » fut dévastateur, car cela suggérait du vide, là où elle avait toujours ressenti de la sincérité. La musique d'ABBA pouvait sembler légère, mais pour elle, c'était de l'art. Et la cruauté des mots de Zappa lui laissa une blessure qu'aucun silence poli ne pouvait guérir. Il y avait aussi l'écart culturel. Zappa prospérait dans la complexité, superposant des signatures rythmiques étranges, des solos expérimentaux et des paroles satiriques. Son génie, indéniable pour beaucoup, paraissait presque étranger à une personne comme Agnetha qui croyait au pouvoir de la simplicité. Le contraste n'était pas seulement musical, mais aussi personnel. L'humour de Zappa était souvent cru, sa satire mordante. Agnetha, qui valorisait la discrétion, la modestie et le respect, trouvait toute sa personnalité abrasive. Elle ne le détestait pas pour son talent. Elle reconnaissait ses capacités. Mais elle haïssait la manière dont il se plaçait au-dessus des autres, se moquant de quiconque ne partageait pas sa vision de ce que la musique devait être. En coulisses, la correspondance au sein de l'équipe de management d'ABBA révéla sa frustration. Des notes échangées entre collaborateurs suggéraient qu'elle se sentait ciblée, rejetée comme une artiste de moindre importance. Ces lettres montraient une femme luttant silencieusement contre le poids des critiques d'un homme qui se faisait une fierté de démolir ce que d'autres bâtissaient. Le rejet de Zappa était plus subtil mais peut-être plus dommageable. Ce n'était pas un mouvement contre elle, c'était une attaque intellectuelle qui la fit douter du respect que sa musique inspirait réellement à ses pairs. Madonna et le choc d'une nouvelle ère. Au début des années 1980, alors que l'histoire d'ABBA touchait à sa fin et qu'Agnetha commençait à s'éloigner de la scène, un nouveau nom émergeait. Un nom qui allait dominer les gros titres et redéfinir la pop pendant des décennies, Madonna. Pour beaucoup, Madonna représentait l'émancipation, la révolution et la libération des femmes dans la musique. Pour Agnetha Faltskog, cependant, elle symbolisait tout ce qu'elle ne pouvait pas accepter de la célébrité, de la performance et de l'avenir de l'industrie. L'affrontement n'était pas personnel au sens de rencontre ou de drame en coulisses. Il était culturel, générationnel et philosophique. Agnetha avait grandi en Suède avec un sens de la modestie, de la retenue et une conviction que la musique devait être synonyme d'harmonie et de sincérité. Madonna, en revanche, bâtit son empire sur la provocation, la sexualité,
la controverse et le spectacle. Le moment décisif pour Agnetha arriva en 1984 lorsque Madonna interpréta Like a Virgin aux MTV Video Music Awards. Vêtue de lingerie, se roulant sur le sol, Madonna choqua le monde et s'imposa comme le visage d'une nouvelle ère pop. Pour des millions, ce fut inoubliable. Pour Agnetha, qui observait de loin, ce fut insupportable. Dans une interview de 1992 qui ne fut jamais diffusée, elle aurait déclaré « Je ne comprenais pas pourquoi cela devait être si vulgaire. » Ce n'était pas de la jalousie, c'était de la désapprobation, née d'une vision du monde où la musique devait élever plutôt que provoquer. Ce moment marqua l'élargissement du fossé entre ses valeurs et la direction que prenait la pop. Madonna incarnait une confiance frôlant l'agressivité, une volonté d'être vue et entendue à ses propres conditions. Pour Agnetha, qui avait toujours préféré laisser la musique parler, cela était écrasant. Sa réaction à Madonna reflétait également son épuisement face à la célébrité. À la fin des années 1980, Agnetha s'était retirée dans une vie plus calme, luttant contre l'anxiété et aspirant à la discrétion. Madonna, au contraire, était partout, en couverture de chaque magazine, au cœur de chaque scandale. Le silence public d'Agnetha, à propos de Madonna, ne faisait que souligner le contraste, une femme fuyant l'attention, l'autre la consommant. En privé, elle admit à des amis qu'elle ne pouvait pas s'identifier à la version de l'émancipation féminine selon Madonna. Pour elle, ce n'était pas la liberté, mais la pression de performer, de provoquer, de choquer sans cesse. La force d'Agnetha avait toujours résidé dans la vulnérabilité, la subtilité, la pureté émotionnelle d'une ballade. Madonna représentait la mort de cette époque et la naissance de quelque chose dont elle ne voulait aucune part. Au-delà des projecteurs, autre figure troublante. Si certaines des réticences d'Agnetha provenaient de rencontres directes, d'autres étaient enracinées dans son malaise face à des styles qu'elle ne pouvait jamais adopter. 4 noms restaient gravés dans sa mémoire, chacun pour une raison différente. Freddie Mercury, bien qu'admiré par des millions, la mettait mal à l'aise. Elle décrivit un jour Queen comme étant « trop grandiose pour leur propre bien ». Ses costumes éblouissants et son énergie volcanique la submergeaient. Alice Cooper la troublait d'une autre manière. Ses spectacles d'horreur, avec serpents, guillotines et faux sang, entraient violemment en conflit avec sa conviction que la musique devait réconforter plutôt qu'effrayer. Grace Jones représentait un autre type de défi. Audacieuse, intimidante et androgyne, Jones incarnait une puissance et une défiance qu'Agnetha trouvait abrasive. Pour Agnetha, Jones n'était pas vulnérable. Elle n'était que tranchant et cela la rendait mal à l'aise. Iggy Pop fut peut-être le plus extrême. Pour Agnetha, il était le chaos incarné. Ses performances torse nu, ensanglantées et imprévisibles l'horrifiaient. Elle aurait dit « Je suis contente de n'avoir jamais eu à partager une scène avec cette folie ». Chacun de ces artistes représentait à sa manière la turbulence qu'Agnetha avait passé sa vie à tenter d'éviter. Ils n'étaient pas des rivaux dans les classements, mais des figures dont les approches de l'art s'opposaient violemment à ses idéaux. Pour quelqu'un qui avait bâti son héritage sur l'harmonie, la précision et la vulnérabilité, le spectacle de Mercury, l'horreur de Cooper, l'agressivité de Jones et le chaos d'Iggy Pop appartenaient à des mondes auxquels elle ne voulait rien avoir à faire. À 75 ans, Agnetha ne cache plus à quel point ces figures la perturbaient. Ce n'étaient pas des querelles pour les tabloïds, mais des tempêtes intimes portées en silence. Et maintenant, avec des décennies de recul, elle laisse le monde voir les fissures derrière l'image polie. Lequel de ces musiciens vous a le plus surpris de trouver sur sa liste? Dites-le nous dans les commentaires.